Et bonjour à tous et bonjour Samir, bienvenue sur cette émission autour d'un film qui est La vie de château de Jean-Paul Rapneau. Et alors, c'est pour moi un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Samir pour nous en parler. Donc Samir de la chaîne Microciné, qui d'habitude est celui qui invite les gens et qui fait parler les gens. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, hein. C'est lui qui est invité. Il a fait la tournée chez un certain nombre d'autres youtubeurs et je fais partie de ces gens qui invitons Samir en ce moment. Et nous t'invitons pour quelque chose de très particulier qui est le festival Microciné qui se tient à Paris au Club de l'Étoile le 17 février prochain, c'est ça. Et du coup, à l'occasion de ce festival, tu vas présenter, entre autres, La vie de château. Alors, est-ce que tu veux parler un peu du festival et dire ce qu'il en est? Oui, alors déjà, un grand merci, Pam, de cette invitation. C'est très bizarre pour moi de me retrouver à la place où je suis, car cela fait 3 ans que cette place-là, je l'occupe très peu, voire même, enfin, si, pas du tout, mais très peu. Et donc, ça me fait plaisir, ça me rassure, ça me soulage, voilà, ça m'enlève d'un poids que tu peux même pas imaginer. Parce qu'il faut la préparer, l'émission, tout ça. Non, là, voilà, ça va, c'est pépère. Donc, je suis très content. Rien que pour ça, je me suis même pas rasé, tu vois, c'est pas normal, tu vois. C'est Quelle pas honte. Voilà, alors donc, non, non, On interrompt l'émission, on est d'accord. écoute, On annule. Je savais qu'il fallait que je fasse attention, que je gère ma joie d'occuper la place du mort, non, comme une voiture, c'est la place du mort. Donc, merci énormément à toi, Pam, pour ton soutien pour la chaîne et pour le festival. Et je suis très content d'être là et de discutailler. Alors oui, le 17 février, il y a ce festival au Club de l'Étoile, rue Troyon, 14 rue Troyon. C'est un festival qui s'appelle Festival Microciné. C'est la 2e édition. Et l'idée, c'est de montrer toujours des films qui constituent mon parcours cinéphile, mais aussi de critique de cinéma. Peut-être qu'on y reviendra un peu, peut-être pendant l'enregistrement. Et ce jour-là, donc le 17, c'est un samedi. Il y a 4 films qui seront projetés, 4 créneaux horaires, 11h, 14, 17, 19h. Et à 19h, Snake Eyes de Brian De Palma. À 17h, il y a Les vacances de Monsieur Hulot. Je ne dis jamais l'auteur de ce film parce que je trouve ça tellement ridicule de le dire. Pour moi, tout le monde connaît Les vacances de Monsieur Hulot, mais je devrais dire quand même, c'est Jacques Tati. Voilà. Mais bon, c'est pas l'élitisme. J'ai beaucoup de mal à dire c'est de Jacques Tati parce que c'est comme si je disais Les Affranchis ou Taxi Driver. Voilà. Taxi Driver, par contre, j'ai pas envie de dire que c'est Scorsese. Normalement, tout le monde sait que c'est, même ceux qui ne l'ont pas vu. Et même ceux qui ne savent pas d'ailleurs, orthographier Scorsese. comment? Et même ceux qui ne savent pas orthographier Scorsese. C'est Scorsese, parce que c'est un italo-américain, c'est Scorsese. Et je dis ça, je fais le larron, mais attends, je viens d'enregistrer une émission avec Yal Sadat sur un documentaire qu'il a co-réalisé avec Camille Jusa qui va passer sur Arte. Et il parle de ça, et à un moment, on parle de Scorsese et de son rapport à Marvel. Et quand il a commencé à dire que les films Marvel, c'était des films de parcs d'attraction, il me disait, Yal Sadat, qu'il s'était intéressé aux nombreux tweets qui avaient été publiés contre Scorsese, et il y en avait un qui disait hey, c'est pas parce que tu as réalisé Pulp Fiction que tu as le droit de dire du mal des films Marvel. J'ai trouvé ça gigantesque. Pulp Fiction, je me rappelle, a bien sûr été réalisé par Christopher Nolan. Jean-Paul Rapneau. D'où La vie de château. Là, nous sommes en train de faire des blagues élitistes, hein, mon cher Pam. Fais gaffe. Hein. Pardon. Mais ça fait tellement de bien. Mais en fait, tout ça pour dire Les vacances de Monsieur Hulot, c'est de Jacques Tati. Oui, il faut le dire. Et j'ai eu comme ça un moment d'égarement élitiste et j'en suis désolé. Et en même temps, je m'en fous. Donc, peu importe. C'est ni la première fois, ni la dernière qu'on sera traité d'élitiste. Oui, bon, je veux dire, et encore, je pense m'être superbement bien calmé depuis, alors qu'avant, quand j'avais 20 ans, c'était pire. À 14h, Dieu seul me voit, comédie française de 98 réalisée par Bruno Podalides. Et à 11h, donc, il y a La vie de château, qui est une comédie française, 1966. C'est le premier long métrage de fiction de Jean-Paul Rapneau, qui était avant cela un scénariste. Il avait travaillé pour De Broca, pour Alain Cavalier.
et 2-3 autres cinéastes dont je ne me souviens plus, mais ce n'est pas très grave non plus. Mais c'est un scénariste. Voilà, il connaît les rouages du métier. Jeune scénariste, doit avoir la trentaine, je crois, quand il fait ce film. Et c'est un film que j'ai découvert à la fin de mon adolescence via le salon familial, parce que je suis un enfant du salon, je ne suis pas un enfant de la salle de cinéma, pour plein de raisons, dont une qui est juste, qui n'est pas, comment dire, elle n'est pas honteuse, hein, c'est juste financière, tout simplement. C'était donc de très rares occasions, j'allais au cinéma de très très rares occasions, mais sinon c'est le salon. Et moi je suis un enfant des années 80 et ce qui a beaucoup marqué les cinéphiles, les jeunes cinéphiles de cette période-là, parce que pour moi la cinéphilie, pour moi non, mais la cinéphilie c'est aimer le cinéma, donc faire en sorte de par cet amour-là de pouvoir comprendre un peu qui nous sommes, qui on est et pourquoi on vit dans ce monde. Donc je suis cinéphile dès le plus jeune âge, dès les années 80. Canal+. Canal+ arrive en 84 et c'est la vie, là. Il se passe des choses. Canal+, c'est la chaîne du cinéma et du sport. Voilà comment est vendue cette chaîne. Et en plus de cela, celles et ceux, et c'est surtout moins celles, bon, les choses étaient différentes autrefois. Elles le sont moins aujourd'hui, mais il y a un peu plus de femmes que d'hommes, et c'est tant mieux. Mais je veux dire par là, c'est que ils venaient de la pop culture, ils venaient d'une génération où ils étaient dans une forme de diversité. Donc, ce que me proposait Canal+, en tant que passeur, jukebox et passeur, et donc salle de cinéma, c'était une espèce de multiplex comme ça. C'était des films de tous horizons, parfois doublés, parfois non pas doublés, mais sous-titrés, donc des langues différentes, parfois passant lors de nuits incroyables. Et je me souviens il y a quelques années de cela, découvrant un épisode de la chaîne, de l'émission de radio Microfilm de Serge Danet. Il discute avec Marguerite Duras. Franchement, vous allez sur Internet, YouTube, vous mettez Duras Danet, c'est plus de, je crois, 2 heures d'émission. C'est extraordinaire. Danet est chez Duras. Ils sont en train de dialoguer. Ils conversent sur tout et rien. Et à un moment, ils parlent de ça, de la télé, de Canal+. Et Duras, je crois, dit il y a des compartiments et des compartiments de films. Et c'est exactement ça. Il y a des compartiments et des compartiments de films. Parfois, tu ne comprends pas ce que tu regardes. Parfois, c'est parlé dans une langue que tu ne maîtrises pas, mais qui est tellement belle dans sa manière d'être, d'exister, que tu comprends tout. Et toi, tu te dis, mais je peux être là-bas, en fait. Mais je peux pas parce que physiquement, c'est pas possible, mais je peux être là-bas. Donc, ça m'a beaucoup donné. Ma cinémathèque, c'est ça. C'est Canal+. Et donc, La vie de Château, je découvre ce film sur Canal+, lors parce que Canal+ faisait beaucoup de cycles. Ou alors, ils invitaient parfois des acteurs, actrices français ou des cinéastes et ils leur demandaient carte blanche. Je me souviin d'une carte blanche, Thierry Lhermitte. Et d'ailleurs, je vais te raconter une confidence. Thierry Lhermitte, il choisit 4 films, dont un, c'est Le Pigeon de Monicelli, et il choisit Nous ne vivrons pas ensemble de Piala. Moi, pour la première fois de ma vie, je découvre un film de Piala à ce moment-là, grâce à Thierry Lhermitte et à Canal+. Et pour la petite histoire, je ne sais plus comment, Pierre Lescure, qui à l'époque était directeur Canal, fait un tweet où il parle de Thierry Lhermitte et du fait qu'il soit invité dans son émission de cinéma, là, qu'il a sur France 2. Et moi, je réponds, ah, mais Thierry Lhermitte, c'est lui qui m'a fait découvrir grâce à Canal. Et il me répond, oui, je me souviens très bien de ce cycle, Thierry Lhermitte. C'est un truc démentiel. Voilà, c'est mon côté un peu people. Hein. Ça m'arrive tellement peu et je me suis dit, je vais être people chez Pam. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on peut être people chez toi. Il y a quelque chose. Moi, c'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. Hein. Voilà, il y a quelque chose là. Et en même temps, être people chez Merej, c'est ridicule. J'aime Merej, hein, on se connaît, c'est pour ça que je peux lui faire cette vanne. Mais chez toi, je sais qu'on peut y aller, quoi, people. Donc c'était ma seconde people. Non, mais là où je veux en venir, c'est que je ne suis ni un enfant du vidéoclub, ni un enfant de la salle de cinéma. Je suis un enfant du salon et de Canal+, en l'occurrence, et de certains moments comme ça sur le service public avec les ciné-clubs et quand je pouvais aussi, parce que j'avais, je veux dire, je suis un spectateur peut-être exigeant, mais j'ai aussi un père qui était très exigeant par rapport à ça, et donc il y avait parfois des interdits. Mais donc tu vois, c'est ça aussi, c'est le film, il est ce qu'il est, on va en parler.
mais il y a aussi ce que ça dit, ce film, pour cet adolescent que j'ai été, et qu'est-ce que ça dit aussi de moi dans cette France, et dans ce rapport au cinéma. Et ce film dit beaucoup de choses me concernant, et c'est pour ça que j'avais envie de le montrer, de le Mmh. partager aussi. Mais ça dure 5-10 minutes. Après, bien évidemment, on va s'intéresser à l'intériorité du film, le cinéaste, ce film dans les années 60. Est-ce que c'est un film nouvelle vague ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle vague par rapport à ce film? Enfin, plein de questions qui sont passionnantes et on va questionner avec Marguerite de Biesse. Parce qu'il faut savoir que pour chaque film projeté lors du festival, chaque film est suivi d'une conversation, c'est-à-dire que je reprends exactement la configuration micro-ciné. Mmh. Qu'est-ce qui nous réunit? Ben, un film ou un livre ou je sais quoi, mais au moins quelque chose qui soit lié au cinéma, et ensuite on en parle. Donc, on parlera de ça avec Marguerite de Biesse, qui est critique de cinéma pour les Fiches du cinéma, qui est une revue, qui est la revue la plus ancienne de cinéma, qui est en train de vivre une situation terrible économiquement parlant, mais ça, j'en parlerai aussi lors de ce festival. Voilà, je parle trop, je réponds à ta question. Non, Voilà, non, non, voilà non, non. pourquoi La Vie de Château dans un premier temps. Mais non, 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 au contraire, c'est fantastique. Je suis très content que tu puisses parler. Ben, pour une fois qu'on te fait parler, la voix de Samir, ta voix, c'est une voix qu'on connaît énormément sur YouTube Cinéma. Mais c'est pas une voix qu'on connaît comme une voix qui a une cinéphilie. Enfin, c'est pas qui a une cinéphilie, mais je veux dire, tu es la voix du narrateur, tu es la voix qui pose des questions et qui fait parler les gens. Tu es le psychiatre. Au final, on connaît rien, on connaît rien de Ouais. son psychanalyste. Aujourd'hui, le psychanalyste est sur le divan, du coup, ça fait très, très, très plaisir d'entendre tout ça. Et avant de commencer à parler du film, vraiment, une question que j'aurais, que je vais poser en deux blocs, c'est donc quand on décide d'organiser un festival de cinéma, même si c'est une journée, comment est-ce qu'on choisit cette programmation? Ça, c'est vrai que c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc, tu as parlé de cet entretien d'Uras d'année, et j'ai noté sur mon petit carnet des compartiments et des compartiments de films. Est-ce que tu vois ton festival microciné comme un peu un héritage de ça, des compartiments et des compartiments de films? Complètement. Je veux dire que je suis, je n'ai pas peur de ce mot dangereux pour certains qui s'appelle subjectivité. Je n'ai pas peur de m'identifier à ça, et qu'on arrive aussi à m'identifier à ça. Donc, j'essaye de montrer comme ça des oui, on est dans cette idée-là de montrer, montrer, juste montrer. Après, j'ai la possibilité, grâce au Club de l'Étoile, d'avoir 1 heure pour chaque proposition, pour qu'il y ait un dialogue. Et encore, le cinéma ne se fait pas forcément. Enfin, il y aura aussi, je pense, du cinéma à l'extérieur du Club de l'Étoile, c'est-à-dire via les rencontres ou les discussions entre le public, enfin, dans le public. Ça aussi, c'est important, c'est passionnant. Donc, il y a une très forte envie de reprendre ce que Henri Langlois, qui a été l'un des fondateurs et le premier directeur de la Cinémathèque française, qui était là pour dire: je vais vous montrer les choses. Et de par cette manière de montrer, il y a aussi une idée de montage comme ça, que je reprends à Godard, et qui est La Vie de Château, puis ensuite Dieu seul me voit, et puis Les Vacances de Monsieur Hulot, et de se terminer par Snake Eyes, qui est une boucle. C'est aussi une idée de montage, parce que programmer des films dans le cadre d'une journée ou d'un festival, il y a 2 aspects. Il y a d'abord la critique, parce que c'est un regard critique aussi, donc on est dans la critique de cinéma. Et puis il y a aussi autre chose, c'est de comment on les monte, comment on monte cette programmation. Parce que La Vie de Château dit des choses aussi sur Dieu seul me voit, qui dit des choses sur Les Vacances de Monsieur Hulot, et puis Snake Eyes, peut-être ne dit pas forcément des choses sur ces 3 films-là, mais peut-être les écoute, ces 3 films-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ça, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a des choses où je distille, et puis parlons-en, quoi. Moi, je me souviendrai toujours d'un réalisateur algérien,
À l'époque, il était encore réalisateur. Il est toujours réalisateur, mais maintenant, il a plein de casquettes. Il a été acteur pour Abba Mirza Imesh. Et là, aujourd'hui, il travaille dans la restauration de films et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Archives numériques du cinéma algérien. Il s'appelle Nabil Djedouani. Et Nabil Djedouani, en 2011, lorsque j'ai été directeur artistique d'un festival à Béjaïa en Algérie. Et la première année, des films sont montrés. Et puis, je me souviens très bien que Nabil Djedouani me disant, à l'issue d'une des projections, je ne sais plus laquelle, il me disait « Ça y est, je commence à comprendre qui tu es. » Tout simplement, il m'a dit ça. Je commence à comprendre qui tu es. Et ça, c'est génial. C'est génial. Il n'a pas eu besoin d'en dire davantage. Et puis, il n'a pas envie. Et puis, il a tout à fait raison. Mais en tout cas, il me dit, je commence à comprendre qui tu es. Et ça, pour moi, c'est le compliment parfait. Alors, ça peut être pour le coup un reproche qu'il aurait peut-être pu me faire. Peu importe. Il a vu ce que j'étais via les films que je proposais. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas, je m'en fous un peu. Mais il a vu quelque chose. Et ça, il m'a vu. Moi, je dis souvent, pour tacler un peu certains confrères youtubeurs chez eux, quand je suis chez eux, je leur dis, oui, mais tu comprends, là, je n'arrive pas à te voir devant le film quand tu me parles du film. En gros, je te vois même pas. Je pense même que tu n'as pas vu le film, en fait. Tu nous fais croire. Et donc, ça les emmerde. Et puis, ils m'emmerdent et ils m'engueulent. Et puis, en fait, ils sont obligés de me donner des exemples précis du film et tout. Et c'est comme ça que j'arrive un peu à les cerner, à dire, tiens, s'il a choisi cette séquence, c'est que ça veut dire quelque chose de lui aussi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Moi, tu me dis, je commence à comprendre qui tu es. Et après, tu peux me dire, franchement, c'est de la merde ce que tu nous proposes, mais c'est pas grave. Mais après, il comprendra peut-être que je suis effectivement une grosse merde ou quelqu'un d'intéressant. Tu vois, on peut être une grosse merde et être intéressant aussi. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, pour être un peu plus sérieux, moi, lorsque Jacques Aumont me dit, dans cette émission qu'on fait autour de Solaris, et Jacques Aumont, il n'a pas 20 ans, je crois qu'il est octogénaire, et Solaris, il l'a vu je ne sais combien de fois, il a été contemporain même de Solaris, de Tarkovsky, tu vois, tout ça. Et qu'il me dit, maintenant, ce film m'appartient. Moi, c'est génial, parce que ça y est, c'est bon, je sais que la personne avec qui je vais discuter sait réapproprier le film, et ce qu'il va nous dire du film, ça vient de lui. Moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Ça n'est que ça. Toujours que ça. C'est de voir comment l'invité se positionne par rapport au film. Parce que ça sera toujours un film qui nous réunira. Alors, on peut écrire sur un film, on peut faire une toile sur un film, on peut faire une émission de radio sur un film, on peut faire même un film sur un film, ou je ne sais pas, mais c'est toujours un film qui va nous réunir. Et toi, tu es où par rapport à ça? Et si en quelques mots, je vois comment je te vois déjà, je me dis, c'est bon, on peut discuter pendant 1 heure avec lui. Après, on discutera de tout le reste, de l'intériorité, ce qu'il n'a pas aimé, on s'en fout. Mais si j'arrive à te voir, et c'est ça que moi je demande. Et donc, je voudrais aussi, parce que je le demande, je serais un effronté de ne pas donner ça aussi à celles et ceux qui vont venir au cinéma. Donc, ces 4 films-là, ça dit des choses de moi, de ma cinéphilie et de mon rapport aussi à la critique de cinéma, notamment le dernier, Snake Eyes. Et voilà, c'est ça l'idée aussi. Donc, c'est une démarche effectivement très égoïste, mais c'est une démarche filmique. Donc, oui. Voilà. Complètement. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus et je vais te poser une question un petit peu effrontée à mon tour. Donc, tu dis que la sélection, c'est un acte de montage, etc. Et que ce choix de film, c'est aussi pour montrer qui tu es et donner un peu à voir de ta personnalité. Mais maintenant, ma question, c'est en tout premier lieu, il y a eu une volonté de la part de Samir d'organiser un festival micro-ciné. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette envie? Qu'est-ce qui a fait que Samir a eu envie de monter ce festival où il s'est montré lui-même? Est-ce que c'est justement d'être invisible, entre guillemets, en tant que personnalité dans l'essentiel de ce que tu présentes sur Internet, ou est-ce que c'est juste ton ego qui avait besoin de parler? Oui. Je plaisante naturellement. Mais non, tu as raison, il y a de cela. Heureusement, d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu de cela. Il y a toujours une démarche un peu égoïste. D'ailleurs, je dis souvent dans mes lives, c'est ceux qui nous regardent à ce moment-là, je leur dis, écoutez, pendant 1 heure, je vais discuter égoïstement avec mon invité. C'est ce que je dis en plus, je le dis souvent.
C'est Et vrai. d'ailleurs, maintenant, les gens le savent et le comprennent et tu verras dans mes lives, il y a pas de questions qui sont posées pendant que je suis en train de j'ai une communauté vraiment génialissime, hein, ça de ce point de vue, et beaucoup de mes derniers invités en date me disaient ça pendant les lives. Ils disaient: «Mais c'est incroyable, tu as une communauté incroyable, ça blague entre eux, ça discute entre eux pendant qu'on fait l'émission et de temps en temps, il y en a un qui est là, qui dit: "Bon, je peux pas, moi, il faut que je pose une question", mais j'arrive à la mettre de là, tu vois? Et j'ai beau mais généralement, il y a pas de bon, hem On a la communauté qu'on mérite, c'est ce qu'on dit. écoute, il m'est arrivé d'avoir un ou 2 trolls, mais c'est parce qu'un imbécile, youtubeur, disait du mal de moi sur une de ses FAQ et bon voilà, ça s'est fait comme ça. Mais sinon, il m'arrive parfois de mettre, mon écran, en grand écran et de pas regarder le chat parce que je sais qu'il se passera quasiment rien et effectivement, il se passe quasiment rien, sauf des discussions internes. Non, mais je t'assure, il y a des moments entre ils se parlent entre eux, c'est génial. Puis il y a de tous les horizons et c'est très bien et ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est ce que j'essaie de faire avec Microciné et d'essayer de faire avec ce festival, c'est qu'il y ait toutes les spécificités du public. Voilà, ça c'est important. Il y a un week-end au Club de l'Étoile. Je vais, j'assiste au petit festival organisé par Antoine Goya au Club de l'Étoile. C'était, je crois, il y a 2 ans. Mhm. Il y a 2 ans, je crois, ouais, je sais plus ça. Et il projette comme ça une quantité de films et moi j'assiste à ça et je trouve que les films projetés, enfin, je trouve la qualité des projections extraordinaire. Je me souviens d'un Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang en Mhm. 35 millimètres à la Cinémathèque, tu vois? Mais c'est au Club de l'Étoile. Samedi après-midi vers 17h, il pleuvait dehors et j'avais ce film-là où il pleut aussi dans ce film. Mhm. C'était magnifique. Les salles, les projections les séances étaient complètes et il projetait des très beaux films, tout ça et je me suis dit: «Mais c'est génial! J'aimerais bien avoir mon petit truc à moi». Parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai 2 regrets. Le premier, c'est de ne pas avoir continué l'aventure de la radio. J'ai fait de la radio 1 an en Algérie, j'ai été viré, censuré, ce qui est un gage de qualité en Algérie, hein. C'est-à-dire qu'on a même créé une association officieuse de tous les gens qui ont été véridiques, hein, de tous ceux et toutes celles qui ont été virés et censurés. Tu ressors avec les honneurs, tu dis: Magnifique. Tu travailles à la radio toi?» «Oui, oui». «Tu travailles à la radio?» «Ah non, j'ai été viré». «Bravo, viens avec nous». Tu vois, tu sais d'où tu viens quand tu fais ça. Et moi, j'ai bien été censuré, hein, c'était juste génialissime. Bref, l'émission de radio s'appelait Microciné, déjà. D'accord. Et voilà. Et donc, une grande frustration de ne pas pouvoir continuer la radio. J'aime ça. Mais j'en fais, hein, de la radio, ça fait 3 ans que j'en fais. C'est de la radio en image, un Microciné. Bien sûr. Et donc, j'aime ça, la radio. Je continue encore d'écouter la radio. D'ailleurs, dans certaines de mes émissions, parfois, je mets des documents audio, radiophoniques. Je fais Mhm. ça parce qu'il y a des trucs, tu trouves des trucs et tout. Moi, je suis un enfant, je ne suis pas un enfant de la radio. Je suis un adulte de la radio parce que, enfant, j'écoutais pas la radio, mais là, je l'écoute énormément, de plus en plus. Et puis surtout, je vais chercher un peu les archives de la radio et moi, je me suis aperçu finalement que s'il y avait 2 personnes comme ça, dont j'ai hérité, enfin, je me sens, proche dans leur manière de questionner. Bon, il y en a un, c'est pas la peine de enfin, tout le monde connaît, hein, c'est Serge Danet, grâce à Microfilm. Et il y en a Mhm. un deuxième, c'est moins évident, mais c'est vrai, c'est Jacques Chancel. Alors D'accord. là, attention, je parle de quelqu'un, je sais pas si on peut dire les moins de 20 ans, mais bon, Jacques Chancel, il avait fait de la radio, il avait une émission très importante, je me rappelle plus du titre, c'est terrible, c'est horrible, mais une émission qui a duré de longues et de longues années, où il a reçu des gens comme Arletty, comme enfin, plein de cinéastes, mais aussi des gens très, 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 très particuliers. Je pense par exemple à j'ai un gros trou de mémoire. Faut dire ce qui est, un salopard qui a participé, qui est au même titre que Céline, a fait beaucoup de conneries, de dégueulasseries dans les années 40. Et qui a écrit un magnifique bouquin dans les années 50. Attends, excuse-moi, je vais te dire ça tout de suite. Oui, Lucien Rebatté. Lucien Mhm. Rebatté, voilà, c'est Lucien Rebatté. Et dans les années 50, je crois qu'il écrit aux Deux étendards, si je ne me trompe pas, ce bouquin. Très beau bouquin, magnifique. Mais j'écoute Chancel discuter avec Rebatté. Et ça parle bien évidemment de la collaboration, des Juifs, de tout ça. Et je me dis, mais comment fait Chancel pour parler avec ce mec? Comment il fait? Et moi, ça m'a beaucoup marqué, ce genre de conversation, cette structure, cette manière
d'approcher la personne, pas de lui faire dire des choses, mais de l'écouter, juste de l'écouter et de rebondir sur les mots, les hésitations, les doutes. C'est ça, une interview ou une conversation pour le coup. C'est qu'en fait, c'est celle ou celui que tu vas interviewer qui est en train de donner le ton à ta conversation. C'est juste écouter. Et moi, je me permets de t'interrompre ici et je m'adresse à ceux qui regardent cet échange entre nous pour dire quelque chose qui n'est pas souvent dit et qui mérite d'être dit. C'est que Samir, bien sûr, ces émissions, on connaît leur qualité, mais ce qu'on découvre véritablement en passant derrière le micro de Samir, c'est que Samir est un intervieweur d'excellente qualité. C'est quelque chose d'extraordinaire de discuter avec lui, justement parce que tout ce que tu as dit, Samir, ça s'applique à toi. Enfin, tu es quelqu'un qui écoute, qui prend des notes, qui sait rebondir, qui sait poser la bonne question derrière. Et moi, j'ai eu la chance de te parler 2 fois sur ta chaîne, et les 2 fois, ça a été vraiment une expérience incroyable. Du coup, je me permettais de faire juste cette parenthèse au milieu de ton explication pour rappeler ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. On salue beaucoup la qualité de tes émissions, les invités, etc., les thèmes, etc. Mais aussi une émission n'est pas une bonne émission sans un animateur de qualité. Et vraiment, Samir, c'est quelque chose de fantastique que je souhaite à tout le monde de passer avec toi, de parler avec toi, parce que vraiment, tu as ce sens de l'échange et ce sens de savoir prendre exactement le fragment, de savoir poser la question passionnante. Enfin, quand je suis passé dans Fait croquer là, il y a quelques semaines, j'ai énormément réfléchi sur moi-même et sur mon rapport au cinéma en juste 30 minutes de discussion. Donc bref, voilà, c'était juste une parenthèse pour rétablir ce fait que les cinéphiles doivent connaître. Bref, je te rends la parole. Mais merci beaucoup parce que oui, ça fait du bien de l'entendre de temps en temps, ça aussi, parce que c'est tellement peu dit, mais donc je le prends, je le garde, j'en ai besoin. Mais il y a 2 choses. Premièrement, et t'inquiète, je vais rebondir sur la question que tu m'as posée. Encore que je ne sais pas si mais je vais rebondir. Avant l'émission, tu m'as demandé, est-ce que tu penses que l'émission va durer combien? J'ai dit 30 minutes, 1 heure. On est à quasiment 30 minutes, on n'a toujours pas commencé à parler de la vie de château. Bref. Mais oui, mais parce que j'ai le syndrome d'Esgadi. Est-ce qu'on battra le record de 3h30? Qui sait? J'ai le syndrome d'Esgadi. Voilà, je suis en train de faire ce que fait Desgadi, que je salue. Et non, parce que d'abord, il y a la personne que tu reçois. Et je vous jure que ce n'est pas un excès de… Enfin, c'est elle qui fait le taf. Il ne faut pas déconner. Donc, déjà, elle a fait le taf, déjà. Hein, elle est venue avec un livre, avec un film, ou je sais quoi. Donc, elle a fait le taf. Et puis ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a comme ça quelques questions que je mets sur le papier, mais c'est cette personne-là qui va rythmer l'émission et qui va me sortir parfois un mot, je vais dire, oula, ce mot-là, par contre, ça, il faut que je le note parce qu'il va falloir vraiment que je rebondisse là-dessus. Donc, c'est un tout. L'émission déjà Chancel, c'est Radioscopie. Oui, j'ai Radioscopie. Ouais. Voilà. Et donc, c'est important pour moi. Et je ne sais plus ce que tu me posais comme question. Est-ce que c'était par rapport au festival? La motivation de faire ce festival. Oui. Et là, tu m'as parlé du festival d'Antoine Goya. Voilà. Tu m'as parlé de Goodbye Dragon Hill. Ouais. C'est ça. Et exactement. Et donc, je me dis, j'ai envie de faire ça. Mais je me dis, je ferai ça quand j'aurai terminé avec cette chaîne. Parce que moi, je me suis fixé une deadline. Mois d'août 2026, moi j'aurai 50 ans, le 10 août 2026, j'arrête, ça fera 5 ans, c'est bien 5 ans. Et puis à un moment, il faut passer à autre chose, tu peux pas éternellement. Alors après, si j'arrive à vivre un jour de ça, bien sûr je continuerai, mais je ne pense pas pouvoir en vivre et je ne fais rien pour non plus, hein, parce que les reaction trailers, je crois que je n'en ai jamais fait. Encore que je ferai une reaction trailer pour… Tu m'en as promis une. Mais vous vous rendez même pas compte. Je vais faire une reaction trailer et je vais défoncer tout le monde. Vous allez voir, ça va être… c'est-à-dire que je vais éclater tout le monde. Je vais avoir des vues, mais ça va être génial. Mais alors, une reaction trailer, pas du genre une reaction trailer sur un film Marvel. Hein. Ce serait trop facile. Non, je vais faire à ma sauce et je vais faire semblant de ne pas avoir vu la bande-annonce. Ah oui, parce que ils voient tous la bande-annonce avant de faire la reaction trailer. Enfin, je veux dire, on a de grands comédiens sur YouTube. Hein. Ça, il faut le dire. On n'a peut-être pas de grands critiques, mais on a de grands comédiens.
On a des comédiens fascinants. Moi, un ou deux comme ça. Ouais. Bref, je ferai une miniature en faisant avec mon visage. Tu vois et Et peut-être d'ailleurs, une réaction. puisqu'on n'a pas de grand critique sur YouTube, je pense que c'est le bon moment pour saluer le rayon vert. Désolé. Non, le rayon vert, non, le rayon vert, je t'assure que le rayon Non. vert, dans leur manière de faire, c'est moi quand j'ai 20 ans. Ouais. Et c'est pour ça que je ne leur en veux absolument pas. Oui, oui, Et bien d'ailleurs, sûr. je ne leur en ai jamais voulu. Mais non, mais c'est le jeu. Voilà. C'est juste la C'est le deuxième jeu. fois c'est juste la deuxième fois quand ils ont mis un petit couvert, là, pour le Non, coup, non, 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 mais c'est le jeu. voilà. Moi j'en ris parce que c'est justement le jeu de la prise de parole Ah publique. bah oui, Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément quand les gens prennent la parole publiquement sur Twitter, sur YouTube, sur quoi que ce voilà. soit, et ensuite s'énervent parce qu'ils se prennent une volée de bois vert de la part de gens qui les corrigent sur une bêtise qu'ils ont dit ou quoi que ce soit et qui disent ouais, blablabla. Après, c'est vrai que C'est le principe d'une parole publique. Quand on prend la parole c'est ça. publiquement, on s'expose. Donc Mais non, c'est le jeu. Enfin, voilà. c'était juste une petite Et c'est le blague. rayon vert. Mais le rayon vert a le mérite d'exister. Et ça, c'est Ça pas mérite quelque chose d'exister. que Ils font des très que très bonnes j'invente. choses, des très très bons articles. Voilà. Et je vous l'avais même dit en privé. Je vous avais dit, voilà, et c'est normal, c'est le taf, c'est comme ça. Oui, Et il y a juste une deuxième fois quand ils ont remis un peu le oui, couvert. Enfin, il y en a pas, c'est pas ils ont, c'en est un d'entre eux. c'est Où un. là, Ouais. je me suis permis de discuter avec l'un des rédacteurs en chef, gentiment d'ailleurs. Et moi, ils savent que j'aime beaucoup ce qu'ils font et qu'ils continuent à faire ce qu'ils Oui, font. Parce oui, que oui, grâce à eux, il y a des plumes comme David bien sûr. Fonseca ou Saad Mais bien Chakali sûr, ou Guillaume bien sûr, Richard, Thibault, mais enfin bien voilà. sûr. Ouais, ouais. Après, ce qui a été très étonnant avec le rayon vert, c'est vrai, ça, je crois que c'est ce que je vous avais dit aussi, c'est que autant s'ils avaient tapé sur certains noms qui, dans leur manière de parler cinéma, ne nous convainc pas, on n'aurait rien dit, on aurait trouvé ça normal, tu vois, comment on peut réfléchir Ouais, parfois. ouais. Mais le fait qu'ils aient tapé sur des gens quand même qui font beaucoup d'efforts par rapport au cinéma, c'est vrai que ça a été perturbant. Il y a de Ouais, ça ouais. aussi. Mais Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est c'est la c'est- critique. c'est le jeu. Je peux Revenons pas, à la question. voilà, je peux pas leur Bien en sûr, vouloir. oui. J'ai été critique, donc voilà. Et, et, Pourquoi et, organiser un festival? et donc, je me suis dit, euh, lors de la dernière semaine de Microciné, je ferai plein de petites choses, dont une réaction de trailer, tout ça, et j'aimerais organiser, pour le coup, un week-end spécial dans une salle de cinéma pour fêter la fin de Microciné avec des films, tout ça. Donc j'avais cette idée en tête. Et puis je ne sais plus pour comment. Voilà. Quelques jours après, j'ai envoyé un mail au Club de l'Étoile. Voilà, je me suis présenté et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un truc comme Antoine Goya, tout ça, tout ça. Ils m'ont répondu en me disant, voilà, c'est possible, on peut faire ça. Et ils m'ont donné les conditions, les tarifs, tout ça. Donc je leur ai répondu en disant que malheureusement, c'était pas faisable me concernant. Je suis une petite chaîne et que je ne vis pas de ce métier, de ça, et que c'est bon, voilà. Mais que je suis très content qu'ils aient répondu. Et là, ils ont fait un geste extraordinaire. C'est Dimitri et Romain, ils m'ont répondu, non, mais attends, je crois que tu n'as pas très bien compris. Nous, on te met à disposition le Club de l'Étoile, on te met à disposition la technique, on enregistre les dialogues. Toi, tu choisis les films. Ah, je fais d'accord, ok. Je leur envoie une liste de 30 films. Ils me disent, et là, à ce moment-là, ils vérifient pour chaque film les droits, la copie, les droits de la copie, parce qu'ils payent aussi les locations. Entendu. Ça, c'est important. Et là, je choisis 8 films et on les projette sur 2 jours avec des interventions. Youssef Chahine, on discute de Youssef Chahine avec Thierry Jousse, ou Alain Gomis vient parler de son film qu'il a réalisé Tay aujourd'hui, qu'il a réalisé il y a plusieurs années. Jean-Baptiste Auré accepte de venir parler de La prison du désert. D'ailleurs, c'est là où je lui pose une question. Il fait une réponse de 30 minutes et dans laquelle il répond à toutes les questions que j'avais prévu de lui répondre. Donc, c'était ça extraordinaire aussi. Voilà, ça se passe très, très bien. Ça se passe très bien. Et moi, je suis heureux, je suis épanoui. Le public, ça se passe très bien aussi. Mais c'est vrai que, pour dire la vérité, ils ne sont pas forcément. Le Club de l'Étoile n'est pas rentré dans ses frais avec ce festival parce que Antoine Goya est quelqu'un d'extrêmement réputé, d'être très connu. Entre le cinéma, il parle aussi de sujets sociétaux.
et il fait des choses qui lui sont propres, et grâce à ça, il peut de temps en temps parler d'un film, et voilà. Et il avait effectivement, pour toutes ces séances, c'était complet. C'était complet, Mhm. Pam. Fallait voir, c'est très impressionnant. Bah oui, oui, non, ça ne m'étonne Moi, pas. j'ai cru que ça serait pas aussi complet que lui, mais j'ai cru qu'il y aurait du monde. Eh ben non, il n'y avait pas de monde. Il y avait très, très peu de personnes. J'avais l'impression d'inviter des potes Mhm. dans mon salon, et pendant Mhm. 8 jours, j'ai des copains qui viennent, Thierry Joux, Jean-Baptiste Aurey, qui pour chaque film, ils parlent, puis ensuite ils repartent et tout, ils prennent le bus. Donc, ils ont accepté une deuxième édition. J'ai été extrêmement étonné. Ça m'a fait plaisir. Ça se tient sur une journée. Et ils ne m'ont pas dit, ouais, tu sais, il faut vraiment que tu la communiques. Non, ils n'ont c'est ça qui est incroyable. Ils m'ont dit, voilà, une édition, il y a ça, ça, ça. Et c'est pour ça que moi, là, j'ai très envie qu'il y ait du monde. Bien Parce que sûr. j'ai envie qu'il y ait d'autres éditions. Donc Bien voilà sûr. d'où vient la genèse. Enfin, c'est la genèse de ça, Mhm. ça vient de là. Mais mais je pense que depuis toujours, depuis toujours, j'ai envie de monter mon propre festival. Je rêve d'avoir mon propre festival. Ça, je le dis vraiment, parce que ça fait partie aussi de la critique de cinéma, de Bien sûr. programmer des films. Et puis, de faire venir des courts-métragistes, de faire venir un film mainstream comme Titanic, ou alors un Marvel, et de demander à Jacques Rancière de venir parler des Avengers. Mais ce Mhm. serait génialissime. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jacques Rancière, sur les Avengers? Mais bien sûr. Ça va être génial. Tu Bien vois, sûr. moi, je rêve de faire ça parce que je pense qu'on peut parler de tous les cinémas. Je ne dis pas que tous les films sont égaux, c'est pas vrai, mais on peut s'accorder le temps de questionner. Quand je fais Toledo Nakash avec Bégodeau, bah, on y trouve suffisamment d'intérêt parce qu'on a envie de le questionner, ce cinéma, qui ne nous plaît pas forcément, mais qui dit des choses. Et parce que ça dit des choses, eh ben, on doit les mettre dans une case, et cette case, c'est une case de projection, et voilà. Si Mhm. j'avais la possibilité si on me disait, Samir, une fois par semaine, voire une fois par mois, ou une fois toutes les quinzaines, on te donne une salle de cinéma, tu projettes un film, moi, il n'y a aucun problème. Et je peux vous trouver n'importe qui pour en parler, que ce soit physiquement ou en distanciel. Mais n'importe qui, pourquoi? Parce que je suis là depuis 97-98, et comme j'ai brassé toute la diversité du cinéma, de par mon métier, donc je connais beaucoup de gens, et parfois des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui vont te dire des trucs sur des films, tu sais, voilà. Moi qui ai Fred Montout, à chaque fois que je l'invite, les gars demandent est-ce qu'il a une chaîne YouTube. C'est... Mhm. Enfin, je veux dire, voilà, donc oui, oui. Ça a toujours été finalement, oui, un rêve de monter un festival, en l'occurrence celui-ci, et je suis assez content. Ouais. Mhm. Mhm. Non, c'est une très très belle réponse. Et j'aimerais énormément t'interroger là-dessus. Après, je me dis qu'il faudrait quand même parler un petit peu du film. J'ai annoncé en début d'émission qu'on allait parler du film. On n'a toujours pas parlé. On a perdu les trois quarts des spectateurs, hein, déçus. Hein. Là, ils sont en bas de mon bureau avec leur fourche et leur torche. Remboursé. Il y a même Lars von Trier qui est à moitié nu, qui dit remboursé. J'ai vu récemment une photo de Lars von Trier à moitié nu, en barbe, dans sa chaussée. C'est Kefren qui m'a envoyé cette photo. Il est en train de travailler, je ne sais pas sûr. Il est fou, ce gars-là, il est fou. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, hein, dans les verres de Samir, si j'ai bien compris, il y a du C'est du coca. coca. C'est du Voilà. coca. Et Voilà. dans ma gourde, c'est de l'eau. Il n'y a Voilà. pas d'alcool. Il n'y a pas Il n'y a pas d'alcool d'alcool, non, c'est du coca. impliqué dans C'est du cette coca. discussion, même si on a un peu l'impression. Non, non, c'est Audiard ou. Non, c'est Bertrand Blier qui disait que c'est une légende, ça, d'écrire en ayant bu. C'est de la merde ce qu'on va pondre. Donc, Ouais. non, vous inquiétez pas. Je ne dis pas que ce que je dis est intéressant, mais je ne pense pas que ça soit de la merde. Donc, non, non. Donc, non, non, c'est du Coca-Cola. Voilà. Et il y a un peu de café aussi. Je Peu fais de un café. mélange des deux, voilà, avec ma tasse. Bon, ça va. Ça va. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, tu as quand même un peu les pieds sur terre, même quand Oui, tu oui, parles t'inquiète pas. Puis il n'est de pas Lars encore von 15 Trier heures, là, en donc. nu avec une torche en bas de chez moi. Alors, est-ce qu'on ne rentrerait pas un petit peu dans le vif du sujet maintenant, parler Allez. un peu de cinéma? Enfin, on a parlé de cinéma, parce que tout ça, ça fait partie du cinéma. Et enfin, le cinéma, c'est pas que des films, c'est pas que des chefs-d'œuvre. Et ça, on en a déjà parlé avec toi. Et je sais qu'on est tout à fait d'accord. Et je sais qu'on peut questionner un peu tout le cinéma avec toi. Et là, j'ai envie de te questionner sur le choix de La Vie de Château, parce que bon, Jean-Paul Rapneau, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Hein. Il y a énormément de ses films qui me parlent. Mais bon, la Vie de Château.
objectivement, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand film, un film marquant de l'histoire du cinéma français? J'ai un peu Ouais, envie de dire que ouais. non. Alors, pourquoi? Enfin, oui, si tu as dit pourquoi ce choix. Mais au-delà de ton choix personnel, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, c'est important de visionner Une vie de château de Jean-Paul Rapneau? Mais parce que c'est notre métier. C'est à nous de faire ça, en fait. Mais c'est vrai, on est des Mhm. passeurs. Bien sûr. Alors, avec nos propres moyens, mais c'est à nous d'aller défricher ou de rappeler que ça existe, ça. Ça Mhm. existe, ne l'oubliez pas. Et puis qu'on va prendre ça, on va le montrer dans une salle de cinéma, c'est génial. Et puis, il y a Mhm. des gens qui diront, j'en suis persuadé, le pari là maintenant, il y a des gens qui diront, mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'est un film de 66. Moi, je me souviens, la première fois que je le vois à la télévision, j'ai un, enfin, j'ai un sentiment d'être complètement perturbé, déstabilisé dans mon fauteuil. Je veux dire, ça va vite, ça va très, 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 très vite, ce film. Du début jusqu'à la fin. Il y a des petits moments comme ça d'apaisement avec Pierre Brasseur et tout, mais Pierre Brasseur, Mhm. il est dans un état. Enfin, déjà, son corps fait que ça va très vite. En fait, l'histoire, elle est très très simple. Un homme, une femme, ils sont mariés. Dans une espèce c'est des bourgeois de province et ça se passe sous l'occupation nazie, donc pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Cet homme, c'est Noiret. Cette femme, c'est Catherine Deneuve. Elle est jeune, elle est dans la force de l'âge, elle est vigoureuse, mais elle s'ennuie dans ce château et ce village. Elle a envie d'aventure. Elle veut aller à Paris. Et lui dit non mais attends, on est bien là, on est tranquille. Et ça l'emmerde. Et il arrive et surgit un non. Il faut savoir que pendant ce temps-là, il y a Philippe Noiret se plaint qu'on lui vole des pommes. Il va voir son jardin, il dit mais on me vole des pommes. Il dit oui c'est vrai que c'est problématique ça. Ah oui non mais vraiment j'ai plus de pommes ou alors on me les croque mais on finit pas les. Il y a un truc qui va pas. Oui, il y a un truc qui va pas. C'est parce qu'il y a un gars qui est arrivé, un résistant qui a été envoyé de Londres pour essayer de sonder le terrain parce que, si je me souviens bien, ils veulent mettre hors d'état de nuire un général qui va arriver, un général nazi, tout ça. Le gars, il est joué par Henri Garcin. Henri Garcin, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui, il marche sur l'eau. Enfin, voilà, il va très très vite, lui aussi. Et donc, le jeune homme rencontre Deneuve, il tombe amoureux de Deneuve, et Deneuve, en même temps, c'est pas qu'elle est amoureuse de lui, mais en lui, elle y voit un moment d'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Et pas forcément une aventure, c'est-à-dire quelque chose sans lendemain, quelque chose d'ordre sexuel. Non, 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 une Mhm. aventure. C'est Robinson Crusoe, c'est les Mhm. romans de Walter Scott, c'est tout ça, quoi. Mais elle est très amoureuse de son mari. Bon, il y a un côté un peu réac, mais on s'en fout un peu, parce que c'est bien parfois de rester sur la trame du réac parce que ça peut donner des choses intéressantes. Bien sûr. Et voilà. Et le film part de là. Alors, le papa de Catherine Deneuve, c'est Pierre Brasseur. Pierre Brasseur qui n'est pas le Pierre Brasseur de Quai des Brumes. C'est le Pierre Brasseur omnipotent, enfin, c'est gros, avec sa grosse barbe, qui joue le rôle d'un espèce de riche paysan et qui lui aussi travaille pour la résistance, mais qui est un empoté de première. Et tu as des séquences incroyables entre lui et sa fille, ou lui et ses employés. Euh, Henri Garcin, qui a des moments incroyables aussi. Il a un moment, il est à Londres, il est amoureux de cette fille, et il a pris des photos du terrain, mais il a pris aussi des photos de cette fille, des gros plans, tout ça. Et puis quand il rentre à Londres, il montre ça à son quartier général, et il montre les photos du terrain où on peut poser l'avion, tout ça. Et il oublie qu'il a aussi gardé les photos de la fille. Et donc, ça donne une situation très cocasse aussi. Il y a plein de choses comme ça. Et ça va, et j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est un sentiment que j'ai eu. Ça va très vite. Oui. Bah, 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 ça va. Et Jean-Paul Rapneau, il a, comment dire, c'est du burlesque. Mais c'est pas forcément c'est du Léo Macaré, c'est-à-dire que c'est comme s'il demandait à Cary Grant de jouer le rôle d'Henri. C'est Cary Grant dans Henri Garcin, en fait. Mhm. Ça, c'est le Cary Grant acrobate, parce qu'on oublie que Cary Grant vient du cirque. C'est pas le mec Mhm. guindé qu'on a pu voir chez Hitchcock, non, c'est quelqu'un qui vient du cirque et quelqu'un qui a travaillé sur le corps aussi. Et donc, et quand tu vois par exemple Les Mariés de l'an 2, film remarquable qui se passe pendant la Révolution française avec Marlène Jobert et Belmondo, ça va très vite, ça aussi. Et puis ça va tellement vite que pour que ça aille vite et qu'on ait le sentiment que ça va très vite, il faut placer cette vitesse dans une situation historique donnée. La situation historique donnée, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la France sous l'occupation.
Et donc déjà, ça déconstruit totalement cette espèce de distance respectueuse qu'on pourrait avoir avec la grande histoire. Non, eux, ils disent, on va tout mettre par terre et on va rigoler de tout ça. Non, on va pas se moquer, on va en rire, ce qui est différent. C'est pas la Comblucien. Et donc là, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. Et je trouvais à l'époque que le cinéma français de cette époque, je n'étais pas encore très familier de ça, mais quand tu réfléchis bien, bah c'est les films de Broca. C'est L'Homme de Rio, c'est les 3 films qu'il fait avec Jean-Pierre Cassel, le papa de Vincent, qui a fait, voilà, on a oublié les 3 premiers films qu'il fait avec De Broca, qui sont, qui vont donner le là ensuite avec les tribulations de la Chine en Chine, Cartouche, tout ça. Et c'est ce truc-là. Il y a une espèce de rapidité d'exécution, d'aération, ça va très vite. Et en même temps, on a l'impression que c'est improvisé, mais pas du tout, parce que le burlesque verbal et corporel, c'est étudié, il faut garder le rythme, et pour garder le rythme, c'est pas si évident que ça. C'est quand on dit la comédie est le genre le plus sérieux ou le plus difficile au cinéma, c'est vrai dans le sens où il faut toujours garder le rythme, et pour garder le rythme, il faut savoir comment positionner sa caméra, comment monter, qu'il y ait aussi du rythme dans l'écriture. Et moi, tout ça, bon, à l'époque, non, je voyais pas tout ça, bien évidemment, c'est avec le recul, mais je ne m'ennuie pas, je suis happé par ça, j'ai envie d'en savoir davantage sur ce cinéaste, mais aussi sur le cinéma français de l'époque. Et je trouve que, par exemple, Catherine Deneuve n'a jamais été aussi extraordinaire. Je ne suis pas un grand fan de Deneuve, mais dans ce film, je la trouve juste impressionnante. Voilà. Et donc, un film qu'on va redécouvrir, qui n'est pas effectivement un film très connu dans la filmo de Rapneau. On pense surtout au Marié ou alors Le Sauvage entre Yves Montand et Deneuve, ou peut-être même un peu plus tard le fameux Cyrano de Bergerac. C'est vrai, après il y a eu Sarre sur le toit, tout ça. Mais Rapneau est un cinéaste français très particulier qui est issu encore du milieu cinéphile américain, mais aussi d'une certaine histoire du burlesque à la française. Max Linder, par exemple, et d'autres cinémas qui sont peut-être un peu... qui sont un peu dans le fantastique, comme par exemple René Clair, des choses comme ça. Et c'est un cinéaste qu'il faut découvrir ou redécouvrir pour le coup. Il a fait très peu de films, parce que c'est vrai qu'entre 2 films, bon, bah, il faut trouver les financements, mais aussi, c'est pas si évident de faire ce genre de films qui vont très très vite. Et donc, j'ai pas vraiment dit beaucoup de choses du film en l'occurrence, parce qu'il faut prendre vraiment des séquences entières pour essayer de comprendre et tout. J'essaie de dire un peu ce qu'il y a autour de ce film-là. Mais il faut venir. En plus, un film comme ça à 11h du matin, c'est une crème. C'est très, très bien. Ça commence bien. Et je vous assure que je suis persuadé qu'il y aura de belles surprises. J'en suis persuadé. Voilà. Bah, tu parlais de Rapneau, cinéaste très singulier, et ça m'amène à cette question suivante. Pour moi, il y a deux Rapneau, enfin, qui sont pas, c'est pas deux Rapneau distincts. Enfin, ils sont bien entendu complètement entremêlés, mais enfin, en tout cas, le nom de Rapneau pour moi évoque d'un côté une certaine forme de comique, une certaine forme de comédie, d'un autre côté une certaine forme de film historique. Est-ce qu'en cela, tu dirais que La Vie de Château, c'est un peu le point d'entrée original qui mêle ces deux aspects avec cette justement une comédie historique? Mais carrément, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le film n'est pas qu'une simple comédie. Parce que le récit se situe dans un cadre bien donné, la Seconde Guerre mondiale, en France, en province, l'occupation nazie. Mais je veux dire, on est en 66 quand même. Enfin, voilà, je veux dire, la Comblucien n'a pas été encore fait, mais il y a très peu de films qui parlent de ça. Très peu. On est en 66. C'est pas aujourd'hui. Et surtout qui en parlent sur le mode comique. Exactement. Et là, je me permets une parenthèse pour dire qu'en 66, il y a un autre film que tout le monde probablement a déjà vu. Toutes les personnes qui regardent cette émission ont déjà vu, qui a pour cadre la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation nazie sur un mode comique, et qui est La Grande Vadrouille. Oui, exactement. 66 également. Et je crois que c'est vraiment les deux pionniers
d'un mouvement qui après maintenant est devenu assez populaire, de rire, hein, enfin de dégager du comique de cette situation dramatique, historique dramatique. Mais bref, oui, je te laisse continuer. Et je vais t'étonner peut-être, parce que parfois on me prête des choses, je ne sais pas comment, mais moi j'aime beaucoup La Grande Vadrouille. Bien sûr. Moi j'aime. Non mais tu rigoles. Ouais. Moi je te prends Non, dans tes non, copains, voilà. tu vas être surpris. Hein. Oh, bah non, mais on connaît les grands cinéphiles. On connaît les grands Voilà, cinéphiles. bon, mais La Grande Vadrouille, et je suis pas un grand amateur de Gérard Rouy, mais La Grande Vadrouille, comme Le Corneau ou comme Le Cerveau aussi. Enfin, peu importe. Mais par exemple, pour Louis de Funès, pour moi, c'est le maestro, quoi. Je suis un grand fan de Louis de Funès. Et écoute, permets-moi cette petite parenthèse extrêmement personnelle, mais qui est très courte en même temps, parce que je vais la refermer très très vite, la parenthèse. Ma propre, celle qui partage ma vie depuis 20 ans, et je suis fier de ça, eh bien, ne comprend absolument pas l'amour que j'ai pour Louis de Funès. Lui, mais comment ça? Je referme la parenthèse. Et donc, Hibernatus, c'est génial. Après, Louis de Funès fait partie de ces rares comédiens qui, on se rappelle plutôt de lui et pas forcément des réalisateurs comme Giraud, tout ça. Oui. Et ça, voilà. Mais ça, il faut que je fasse une émission sur Louis de Funès un jour. Mais Je me rappelle, donc, je ne sais plus à quel festival Lumière c'était. Je crois que c'était le festival Lumière qui était dédié enfin, qui était dédié, lors duquel Catherine Deneuve a eu son prix. ouais. Quelqu'un, et je ne sais plus du tout qui est, ça m'énerve, parce que j'avais trouvé cette phrase très intéressante, disait qu'il y a plusieurs parcours dans la cinéphilie et qu'en général, on rentre dans la cinéphilie par un acteur ou par des acteurs, hein, et que petit à petit, on découvre le nom du réalisateur derrière le nom de l'acteur et qu'on finit par s'intéresser au réalisateur avant de s'intéresser au parcours des acteurs. Et j'avais trouvé ça assez juste finalement Il a raison. Cette personne a dans la vraiment raison. formulation. Et je pense Ouais. que Louis de Funès, on est complètement là-dessus, sur un acteur que l'on découvre en général assez jeune et qui du coup invisibilise complètement le nom du réalisateur avant qu'on finisse par vraiment sciemment se poser la question de qui a réalisé le film que je suis en train de regarder. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et puis, on peut même prendre le bout par exemple, moi, je sais que pendant de très, très longues années, quand j'étais critique de cinéma, rares étaient les papiers que je faisais sur un comédien ou une comédienne. Hein. Rares étaient les entretiens que avec des acteurs ou des actrices. C'était très, très rare. Il a fallu cette grande parenthèse de 4 ans où j'ai travaillé en Algérie en tant que journaliste et critique de cinéma, où quand j'en suis revenu, je me suis beaucoup plus intéressé aux comédiennes et comédiens. Et après, voilà, c'était pour moi tellement évident. Et c'est vrai que ce que je dis est une banalité sans fond, c'est-à-dire que tu veux comprendre la nouvelle vague, déjà essaie d'étudier le corps des comédiennes et des comédiens. Tu vas comprendre beaucoup de choses de la nouvelle vague. Et c'est passionnant, ça aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cinéma français, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il faut. Il fut un temps, il y avait cette politique des acteurs, ce qu'avait fait le remarquable texte de Luc Moulet. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut être le cas. Je crois que je pense que cette politique des acteurs est intéressante dans des pays où l'industrie du cinéma est instable. Je pense que ça peut être intéressant. C'est peut-être une connerie ce que je dis. C'est vraiment une proposition de réflexion que je fais, que je propose, enfin que je fais, pas que je propose. Et bref, je referme la parenthèse. Oui, tu as raison. La vie de château en 66, pour tout ça, c'est rare et c'est parce que et ça fonctionne. Alors, est-ce que ça serait le contre-champ de La Grande Vadrouille? Je sais pas, mais c'est vrai que mais qu'il y a des choses quand même qui s'y. Alors après, c'est différent parce qu'à La Grande Vadrouille, il y a le binôme, quoi. Il y a Bourvil et comment il s'appelle, et De Funès. Donc il y a deux rythmes de jeu qui est différent. Et c'est ça qui est la force de Houry, c'est de maintenir dans le même cadre. Alors au départ, non. Au départ, si tu te rappelles bien du film, Houry nous dit voilà deux types de comédies qui s'affrontent. Et à chaque fois, il les met pas dans le même cadre. Il les mettra dans le même cadre lors de cette fameuse Tea for Two avec le sifflotement dans les bains-douches, enfin dans la douche, tout ça. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, Houry, l'anglais, on s'en fout, on le met de côté, celui qui a ses moustaches. Et donc, il réunit dans le même cadre deux jeux différents. Ça, c'est passionnant, ça. Et parce que Bourvil était
était plus, enfin, il a eu sa popularité a commencé, c'est Bourvil qui a eu une popularité d'abord que De Funès. De Funès est arrivé après. Oui. Mais bon, mais oui, rien que pour cela, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, La Vie de Château, c'est quand même une date dans l'histoire du cinéma français, dans son rapport à sa grande histoire. Ça, je pense que et puis, ça parle aussi de Rapneau. Ça parle aussi de Rapneau. Je veux dire, il est enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il est enfant pendant l'occupation nazie. Et donc, c'est intéressant de montrer comment il voyait aussi la France à ce moment-là, de son point de vue, de cette position d'enfant. C'est passionnant, je trouve. Ça donne des choses, ça dit des choses aussi. Et le film est vraiment. Je l'ai revu, j'arrête pas de. Enfin, c'est un film que je vois une fois par an. Et bien évidemment que je vais encore le voir un peu plus souvent là, dans les prochains jours parce qu'il faut travailler il va falloir travailler le dialogue. Mais moi, j'ai toujours. Je te jure, Pam, qu'il y a des moments, je suis hilar. J'ai une séquence, par exemple, en tête où tu as. Et ça me fait rire alors que c'est pas forcément extraordinaire. Pierre Brasseur est en train de. Comme c'est un membre de la résistance, il doit envoyer un message aux résistants. Donc, il prend des. Il a une. Il a. Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Oui, il utilise comme dispositif le pigeon. Le pigeon voyageur. Et donc, il met un petit message comme ça sur les pattes du pigeon. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte et tu entends un gars, de par sa voix, tu comprends que c'est un soldat nazi. Et donc, Brasseur a été très certainement, on l'a vendu, quoi. Et donc, il dit, c'est la merde, les nazis sont là, il faut absolument que j'avale le message. Sinon, s'il me chope, je suis dans la merde. Donc, tu le vois, il avale le message, c'est un gros message, et puis il ouvre la porte, et en fait, c'est un de ses employés qui est en train de lui faire une blague. C'est très con dit comme ça, hein. Mais il faut voir comment Brasseur, faut voir Brasseur, en 2 secondes, comment il se liquéfie, puis il ouvre cette porte et il voit son employé qui lui dit « Mais patron, non, mais attendez, patron, non, attendez ». Et ça va très, très vite. Et il filme tout ça en un plan. Il y a une telle vitesse, une telle aération comme ça, et une telle respiration que tu te marres. Tu te marres et c'est tellement bête que ça en devient drôle. Et puis, tu as d'autres moments où, avec Garcin aussi, enfin, ça va très vite. Et voilà, je le dis. Il faut voir ce film. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas été projeté au cinéma, d'ailleurs, ce film, je crois. Donc, ouais, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, il faut oui. le voir. Je ne sais même plus quelle était la question. Mais on a fait 7 parenthèses entre-temps. Mais oui, complètement. Autre petite question que je voulais te poser par rapport à ce film, un peu pour discuter. Donc, tu parlais de Deneuve, naturellement, qui était quand même, c'est dans ses jeunes années, mais il y a d'autres grands noms qui sont associés, autres que Rapneau. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Claude Sautet au scénario, n'est-ce pas? Oui, alors il y avait, oui, ils ont, alors ça, il faut que je vérifie parce que j'avais pas, mais je crois que tu as raison. Ouais, il me semble, ça m'a, Ouais. quand j'ai préparé justement l'émission, j'ai vu ça et j'ai été extrêmement interloqué parce que c'est pas exactement le genre de film dans lequel je vois sauter. Après, je crois que le scénario, c'est lui, c'est Rapneau. Le scénario et les dialogues sont de Rapneau et de Daniel Boulanger. Daniel Boulanger travaillait beaucoup avec De Broca. Et que je pense que l'intervention je pense que Sauté est intervenu. Alors, il faut savoir une chose. Claude Sauté, c'était ce qu'on appelait un script doctor. C'est quelqu'un on faisait appel, c'est factuel, hein, j'invente absolument rien, c'est factuel, on peut trouver ça dans n'importe où. Des cinéastes comme Truffaut, par exemple, faisaient appel à lui et il lui disait écoute, là, ça va pas. Là, je n'y arrive pas. Et donc, Sauté, regardait, dit ok, bah, tu fais ça comme ça. Voilà, et tout. Donc, très souvent, ils n'étaient pas forcément crédités. Il a fait 2 films, Sauté, Classe Touriste et L'Arme à gauche, début 60, qui n'ont pas eu de succès. 2 polars magnifiques, ils n'ont pas eu de succès. Donc, il s'est dit je vais pas continuer, quoi. Donc, il est reparti en tant que script doctor et il a participé à des dizaines et des dizaines de scénarios. Il n'est pas souvent crédité, mais il donnait comme ça une espèce de. Il crée la transition entre séquences qui ne fonctionnaient pas. Et je pense que sur La Vie de Château, ça doit être cela, à mon avis.
Et puis après, Sauté D'accord, ouais. a eu le déclic que nous lui connaissons, et il est devenu le cinéma français des années 70, particulièrement. Voilà. Mais si vous avez l'occasion de découvrir ces 2 premiers films, les 2 polars avec Lino Ventura, je le conseille, quoi. Donc voilà. Ouais, d'accord, c'est vrai que ça m'avait vraiment surpris en voyant son nom, mais effectivement, merci Mais je t'en vraiment prie. pour l'explication. Dernière petite question peut-être, parce que c'est vrai que l'émission est beaucoup plus longue que prévu. Je ne sais pas à quel point. Mon excuse, je suis trop Non, bavard. au contraire, hein, on est toujours à 2h30 de rattraper l'émission avec Desgali, donc ça reste mon but. Sur cette chaîne, de faire une émission plus longue que celle avec Desgali. Non, une autre question, c'est les années 60, fin des années 60 ici. Ça fait aussi penser à la nouvelle vague. Et là, on est sur un film qui est quand même un peu aux antipodes de ce qu'on imagine de la nouvelle vague. Une nouvelle vague qui est plutôt parisienne, bref, on connaît la nouvelle vague. Et là, on est sur un film qui est hautement différent. Est-ce que tu voudrais commenter là-dessus? Et là, j'invente pas la question. Tu as toi-même parlé de discuter de la nouvelle vague quand tu introduisais le film. Donc, je te vole la primeur de la question. On va pas parler de la nouvelle vague, parce que si on parle de la nouvelle vague, Desgadi, je le défonce. Et je vais te faire une émission de 2 fois 24 heures. Allez, Vraiment. c'est parti. Mais ça, on va pas faire ça, je pense. Je pourrais, mais pourquoi pas un jour. Non, mais tu sais, alors si on prend la comédie française des années 50, rares sont les moments où l'on voit cette vitesse d'exécution qu'on peut retrouver dans La Vie de Château. Bon, quand on voit les premiers films de la nouvelle vague, qui d'ailleurs, cinématographiquement, la nouvelle vague en elle-même, ça s'est terminé en 63, 64, hein, faut dire ce qui est. C'est aussi factuel, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Dire ce sont eux, c'est d'ailleurs les acteurs eux-mêmes de ça qui le disent, et puis après d'autres critiques comme Danet, tout ça. Je pense qu'avec le mépris, les choses se sont arrêtées, et puis on est passé à autre chose. Bon, mais quand tu vois par exemple Une femme est une femme de Godard, qui est une comédie juste extraordinaire, qui va très très vite, qui part dans tous les sens, qui est incroyable, hein, ce film. Il est incroyable. Ouais, 2 fois au cinéma, il est extraordinaire. Voilà, et très souvent on dit c'est un film mineur de Godard. C'est pas du tout un film mineur. Alors là, il n'y a pas de film mineur de Godard. Hein. Et déjà, et d'une. Après, bon, on peut reparler des films avec Gorin, mais ils sont très bons les films avec Gorin. Moi, non, les meilleurs films de Godard, c'est pas Pierrot c'est après Pierrot le Fou, c'est après tout ça, pour moi en tout cas. Mais je veux dire, il y a comme ça un souffle où tu as cette impression que le film est tellement fragile qu'il va se casser en deux. Ouais. Et j'ai toujours eu cette sensation avec certains films de la nouvelle vague et avec le film La Vie de Château. Et donc, de cet aspect-là, on peut se dire que ce film-là est une espèce de prolongement de ce que connaît à ce moment-là le cinéma français. On va dire ça comme ça. Je ne pense pas que ce soit un film qui a été... tu sais, les films de la nouvelle vague, ce sont ceux qui déjà ont théorisé la nouvelle, qui déjà théorisé le cinéma dans les années 50 avec les cahiers, ou alors quelques personnes qui étaient autour d'eux, comme Agnès Varda, Jacques Demy, un peu plus tard Eustache, tout ça. Mais quand tu dis La maman, la putain, la nouvelle vague, non, c'est pas un film de la nouvelle vague. Enfin, on va dire, voilà, il y a une petite période de la nouvelle vague. D'abord, il y a la théorie, et puis ensuite, il y a la pratique, et la pratique, ça n'a pas duré éternellement. Bon. Samir, m'en parle pas, je suis en pleine lecture de ça. C'est génial ce bouquin, il est extraordinaire. Là, t'es dans mon élément. Voilà, ça a été renié par Godard, je crois. Ah oui, je sais. Et l'auteur en parle en propos, en disant que c'est un livre que Godard n'a pas approuvé. Mais c'est Debec, donc c'est bien. Et puis moi, je remercierai jamais assez Debec de m'avoir, sans le savoir bien évidemment, de m'avoir donné la biographie sur Truffaut que j'ai parcouru à un âge où il fallait, où je me suis dit c'est bon, je peux aussi être critique au cinéma parce que être autodidacte c'est pas un gros mot. Donc c'est ça, La Vie de Château. Je refais ma parenthèse. La Vie de Château, on va dire oui, voilà, une espèce de prolongement comme ça. Et on sent que il y a eu un chamboulement dans le cinéma français. On le sent dans ce film-là. Et c'est ce qui est très bien. Donc, ce film fait partie de ce chamboulement dans le cinéma français. Pas forcément
pleinement lié à la nouvelle vague, mais il y a comme ça des petites connexions qui sont intéressantes, qui sont très intéressantes. Voilà. Après, Rapneau, il a son style, et c'est ça, c'est aussi important. Ah ouais, complètement. Alors, moi, je pourrais continuer cette discussion pendant des heures. C'est passionnant de discuter avec toi. Malheureusement, bon, je pense que tu as aussi des choses à faire autrement que de discuter avec moi. Et vous autres spectateurs, vous avez aussi des choses à faire. Parce qu'entendre deux grands fous parler de cinéma pendant 3h30, vous l'avez déjà fait pour quasiment 400, je crois, sur la fameuse vidéo avec Desgadi. Du coup, mais bref, même si je suppute que l'essentiel des vues, c'est des gens qui ont regardé 1 heure, qui ont interrompu, qui sont revenus, qui ont regardé Et demi-heure. non, c'est Donc en Desgadi fait, on a eu 100 vues. Mais... c'est Desgadi qui l'a vu 400 fois, tu te rends même pas compte. Oh, ah, mais oui, t'as raison, c'est lui. Ça ne peut être que lui. Mais blague à part, il y a une question dans ce format d'émission, je reçois des gens que je pose systématiquement. Et pour certains, comme c'était le cas pour Artopolis, c'est une question qui est très très bienvenue. Avec Camille, pleine ligne, j'ai eu aussi la chance qu'il y ait eu un écho extraordinaire sur cette question. Chez Desgadi, c'était un peu moins. Là, Samir, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Où ça amène tout ça? Certaines personnes qui regardent du cinéma ont aussi, à un moment de leur vie, l'envie de passer derrière la caméra. On parlait de la nouvelle vague, de critique à cinéaste, il n'y a qu'un pas. Tu disais déjà qu'en faisant un festival de cinéma, tu faisais du montage et tu te plaçais dans l'héritage godardien. Donc, tu te places déjà dans un rapport de création par rapport au cinéma, et je ne sais pas du tout si un jour dans ta vie, tu aurais envie de passer derrière une caméra. Si c'est le cas, si un jour Samir fait un film qui ne s'appellera pas Microciné, ou peut-être qu'il s'appellera Microciné, qui sait. Si un jour Samir fait un film, est-ce que d'une manière ou d'une autre, La vie de château aura un petit impact, aura infusé un tout petit peu dans ce film? Eh ben, tu vas trouver ça très drôle, mais j'ai commencé à faire des courts-métrages de fiction quand j'étais à la fac. Et ensuite, j'ai pu réaliser un moyen-métrage lorsque j'ai fait mon BTS. Et dans ce moyen-métrage, j'avais 2 idées de scénario. J'en avais un qui était plus quelque chose qui s'apparente au thriller. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai tourné finalement. Mais j'en avais un second qui s'appelait Autour de Lucie. Et Autour de Lucie, c'était... J'en suis désolé. J'ai pas eu le temps de désactiver le son au moment où il fallait... Pardon. Et Autour de Lucie, à l'époque, c'est les années, c'est fin 90, début 2000, c'est un groupe de musique française, pop, et que j'aimais beaucoup. Et j'avais envie d'écrire et j'ai écrit une histoire qui s'appelait donc Autour de Lucie, où donc il y a Lucie, et autour, il y a plein de personnages. Et il lui arrive plein d'aventures à cette personne. Elle rencontre quelqu'un j'avais repris la trame de L'Impossible Monsieur Bébé, ce que dit Cary Grant quand il rencontre ce que dit Katharine Hepburn quand elle rencontre Cary Grant. Elle dit en gros, c'est l'homme de ma vie, il ne le sait pas, mais moi je le sais. Bah, c'était un peu ça Autour de Lucie, c'est qu'elle rencontrait quelqu'un, et ce quelqu'un n'a jamais pensé un jour ou l'autre qu'il se retrouverait dans le même décor qu'elle, mais elle sait qu'il y a un truc avec lui, et il y a une histoire derrière, il y a une histoire autour, une histoire un peu comico-policière, et j'avais donc écrit cette histoire-là, et c'est vrai que j'avais en tête certaines références où la vitesse était importante, et La vie de château en faisait partie. Et ensuite, la critique m'a happé, et pendant plus de 20 ans, 22 ans, je n'ai fait que ça. Et j'ai arrêté ce métier parce que je voulais tourner mes propres films, mais pour le coup, des documentaires. Donc là, je suis dans le registre du documentaire. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'ai un projet de fiction, c'est un moyen-métrage, projet de fiction qui existe depuis très longtemps, qui doit exister depuis maintenant... depuis peut-être 6 ans, et c'est dur de le faire parce que l'acteur qui doit jouer le personnage principal est un acteur très très connu. Et en fait, cette histoire est une uchronie. Je lui prête une histoire personnelle qui n'existe pas, mais je l'invente et je la lui prête.
Et en fait, c'est une histoire d'un homme qui a la soixantaine, qui est connu du milieu du spectacle, de la radio et du cinéma, et qui décide de se confronter à son passé. Et son passé, c'est une période de sa vie qu'il a vécue ailleurs qu'en France, avant de devenir ce qu'il est devenu. Et il a rencontré une femme, ils se sont mariés, et très vite, ils ont eu un petit bébé, et elle est morte dans un accident, et lui, de panique, il a tout quitté, il a même quitté ce bébé, il est parti, et 30 ans après, il décide de retrouver cet enfant. Et dans le scénario, il y a des moments de vitesse incroyable aussi, et je pense que c'est lié à la vie de château. Donc, dans mes documentaires, il n'y a pas ça, mais il y a toujours, oui, si j'arrive un jour à faire ce petit film de fiction, et c'est clair qu'il y a des séquences où ça va vite, ça va très vite. Voilà. Donc, je réponds à ta question. Très, très belle réponse. Je ne m'attendais pas à tant et je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureux de cette réponse, et pas que cette réponse, de toutes les autres. Ça a été pour moi une très belle heure de discussion avec toi, Samir, et j'espère que pour toi, ça a été agréable. On n'a pas beaucoup, si on a quand même un peu parlé du film, mais on n'est pas rentré en détail. C'est très différent de ce que j'ai pu faire dans d'autres émissions, mais au point, je me demande si ça va rentrer dans avec le même titre, mais on s'en moque. De toute façon, 200 personnes vont regarder cette vidéo. Je vous salue, les 200 personnes. Merci d'avoir subi nos digressions et nos parenthèses. Merci à toi, Samir, pour ton temps, pour ta gentillesse et pour tout ce que tu fais pour le cinéma. On est tous extrêmement, extrêmement heureux. Et pour moi, c'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. La prochaine vidéo est en cours d'écriture, et avoir une petite interview avec Samir m'a permis de prendre plus de temps pour l'écriture. Donc, c'est très bien comme ça. Merci à toi, Samir. Merci aux spectateurs, et à bientôt.